Je me permettrai de faire le lien entre le livre de Beréchit et le livre de Shemot. Le livre de Beréchit, c'est en fait l'histoire de la construction d'une famille et surtout la réussite au sein de cette famille du lien entre les frères. Le fait que le livre de Beréchit soit la lente construction d'une famille ne signe pas d'emblée la réussite de l'histoire d'un peuple. Studio Cal, son tout nouveau service, la boîte vocale. Vous avez des questions pour nos animateurs ou pour nos invités, des questions concernant l'Alia, l'Aklita ou la vie en Israël? Laissez-nous un message de 30 secondes maximum et nous ferons tout pour vous répondre. Attention, elle est très bien cette boîte vocale. Vous habitez Jérusalem et vous avez besoin d'une copie certifiée conforme d'un diplôme obtenu dans votre pays d'origine? La mairie de Jérusalem a pensé à vous. Lorsqu'un nommé diplômé arrive en Israël, le ministère de l'Éducation demande une copie certifiée conforme des diplômes, des relevés de notes et d'autres documents. C'est la première étape du chemin qui le conduira à la reconnaissance de ces diplômes par les autorités israéliennes. Mais lorsqu'on est nouvel immigrant, on ne connaît pas forcément un professionnel qui délivre ce genre de service. La mairie de Jérusalem et le département des jeunes Olim ont une solution. Une fois par mois, un avocat tient à la mairie une permanence qui certifie conforme les diplômes délivrés à l'étranger. Pour savoir quels sont les jours de réception, connectez-vous sur la page Facebook des jeunes Olim de Jérusalem, Connect Jérusalem, ou inscrivez-vous sur leur newsletter. Les horaires y seront publiés. De cette manière, vous pourrez connaître tous les événements organisés par ce département. J'allais oublier, ce service est totalement gratuit, donc profitez-en. Et pour plus de renseignements concernant la procédure de reconnaissance des diplômes, contactez le Hub de l'emploi de Kalita. Découvrez les espaces de coworking du Hub de l'emploi de Kalita au cœur de Jérusalem et en plein centre de Tel Aviv. Pour un coût symbolique, bénéficiez de nos espaces ultra modernes. Open space, bureaux privés, salles de réunion, salles de conférence et cafétéria, le tout équipé d'ordinateurs, d'accès Wi-Fi, de vidéoprojecteurs ou encore d'imprimantes et photocopieuses. Tout est mis en œuvre pour vous offrir un environnement de travail optimal. Réservez dès maintenant votre espace sur notre site internet www.hubemploi.org.il ou par téléphone sur Jérusalem 02 502 0444 ou sur Tel Aviv 077 609 21 20. Il est 8h et presque 40 minutes sur Studio Kalita et nous sommes vendredi et c'est l'heure à laquelle on essaye de décompresser de cette semaine d'actualité extrêmement mouvementée, toujours extrêmement mouvementée en Israël et dans la région, pour parler un peu de la paracha de la semaine. Et nous avons le plaisir ce matin, en ce vendredi matin, d'être en ligne, en Zoom avec le grand rabbin Gilles Bernheim. Monsieur le grand rabbin, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, on est très heureux de vous accueillir ce matin à double titre. D'abord parce que vous allez nous livrer un enseignement sur la paracha de la semaine, la paracha de Shemot, mais avant tout parce que vous avez fait votre aliyah il y a quelques jours à peine. Vous l'aviez annoncé et c'est officialisé. Vous êtes aujourd'hui citoyen de l'État d'Israël. Vous êtes citoyen de la capitale de l'État d'Israël. Vous vivez à Jérusalem. Alors, tout d'abord, Baruch Haba. On peut vous souhaiter à vous et à votre famille Baruch Haba et avoir vos premiers sentiments, votre premier ressenti de ces premiers jours en tant que citoyen de l'État d'Israël, en cette période qui n'est pas tout à fait évidente. Baruchim Anitzaim, tout d'abord, à ceux qui depuis si longtemps construisent l'histoire d'Israël ici. Nous sommes arrivés il y a environ 2 semaines. Cela a commencé par un bidoud, cela continue par un séguer qui devient de plus en plus fort. Autrement dit, nous goûtons à tous les plaisirs de l'État d'Israël. Je voudrais simplement ajouter que c'est un moment que nous attendions depuis très longtemps. Nous retrouvons d'abord des amis, presque tous nos enfants, tous nos petits-enfants, et nous avons plein de projets, non seulement enseigner, mais aussi faire des choses avec la modestie et la discrétion qui s'imposent à ceux qui découvrent la vie en Israël aujourd'hui.
Alors cette vie, effectivement, comme vous le présentiez, avec le bidoud, le séguer, le reconfinement, cette période difficile, ça ne vous a pas inquiété, préoccupé? D'une certaine manière, cette décision, elle était mûrement réfléchie de faire votre alia? Oui, c'est une décision qui était prise depuis longtemps. Et de toute façon, nous ne sommes inquiets que lorsque nous n'avons pas de solution à notre portée. Autrement dit, de toute manière, il n'est pas possible d'éviter la situation sanitaire, que ce soit ici, que ce soit en France ou en Europe. Il n'y avait aucune raison de différer cette décision. Alors, on va parler de la paracha de cette semaine. C'est une paracha importante puisqu'elle introduit le livre de Shemot. Nous avons raconté l'histoire des patriarches dans le Sefer de Bereshit. Et là, maintenant, nous rentrons, on va dire, dans le vif du sujet avec l'oppression en Égypte et les préparatifs de cette sortie d'Égypte. Quel est l'enseignement de cette paracha très riche qui vous a inspiré? Cette paracha est une paracha de connexion. C'est-à-dire qu'elle fait la transition entre le livre de Bereshit et toute la suite de la Torah, donc d'abord l'ensemble du livre de Shemot. Je me permettrai de faire le lien entre le livre de Bereshit et le livre de Shemot qui s'ouvre ici. Le livre de Bereshit, c'est en fait l'histoire de la construction d'une famille et surtout la réussite au sein de cette famille du lien entre les frères. Le problème des frères est constant. De Caïn à Abel jusqu'à Joseph et ses frères, il y a une succession de meurtres, d'échecs, d'évitements, de jalousie. Et finalement, à la fin du livre de Bereshit, les frères se réconcilient. Ils construisent ou ils commencent à construire ce que l'on appelle Bet Yaakov, la maison de Jacob, c'est-à-dire la maison, c'est une maison familiale, où chacun apporte sa pierre et où tous ensemble, ils essayent de s'inscrire dans une histoire neuve. Le fait que le livre de Bereshit soit la lente construction d'une famille ne signe pas d'emblée la réussite de l'histoire d'un peuple, puisque passer de la famille au peuple, je rappelle qu'ils sont 70 en descendant en Égypte, et que sortant d'Égypte, ils seront 600 000, plus tous ceux que l'on ne compte pas dans le chiffre de 600 000. Autrement dit, passer de la famille au peuple est réellement difficile. À 70, on peut réussir approximativement à bien s'entendre et à construire un projet. À 600 000, il y a beaucoup d'intérêts divergents. Et apprendre à être un peuple, c'est-à-dire à assumer ses responsabilités, à reconnaître les différences, à les respecter et avoir un projet de vie, puis un projet de terre pour devenir une nation, va prendre beaucoup de temps. Et je dirais simplement ceci, c'est que si ce peuple va progressivement, et à partir du mont Sinaï, devenir un peuple élu, c'est-à-dire un peuple choisi, il ne devra jamais oublier qu'être élu n'est pas un privilège. C'est une responsabilité supplémentaire par rapport aux autres peuples, aux autres familles, aux autres hommes. Et il ne faut surtout jamais être tenté de se dire « puisque je suis juif, alors je suis au-dessus des autres et que ma supériorité, ma prétendue supériorité me donnerait des droits. » Oui, des droits, certes, mais il n'y a pas de droit sans devoir. Alors, vous le disiez, vous parliez de Bereshit, effectivement, où cette tension entre les frères est très présente. On le voit dès le début de Shemot. Il y a les deux frères, Aaron et Moshe. Eux, on voit leur entente cordiale, leur affection et le simple fait que, alors qu'on l'a vu dans le livre de Bereshit, on a vu la difficulté qu'il y avait pour les aînés à céder la place aux cadets. Là, eh bien, il y a Aaron cède très facilement la place de leader à son frère Moshe, bien qu'il soit moins âgé que lui. Est-ce que finalement, c'était absolument incontournable? C'est-à-dire, je crois que les Midrashim le disent d'ailleurs, hein, que les anciens
anciens ont compris que la Géoula était en route lorsqu'ils ont vu deux frères arriver et le cadet, dominant par rapport à l'aîné. Ils ont compris qu'il y avait quelque chose on va dire, de réel dans cette démarche et quelque chose même de divin dans cette démarche de reconstruction et du peuple et de sortie d'Égypte. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans la relation de Moshe Rabbeinu à Aaron. Le Midrash, d'ailleurs, et nombre de Mefarshim soulignent que la rencontre entre les deux frères, après l'épisode du buisson ardent, est la rencontre entre frères par excellence. Tout ce qui a échoué, tout ce qui était long à se dessiner, tout ce qui a nécessité de nombreuses épreuves avant que cela ne réussisse, entre frères, dans le livre de Bereshit, devient naturel ici. Vous avez souligné, je dirais, la capacité de Aaron à se mettre en retrait face à son cadet. J'ajouterais également que Moshe Rabbeinu aurait souhaité être Kohen Gadol tout en étant le guide de Am Israël. Et il a renoncé à cette double fonction pour ne garder que la seconde. Et là aussi, c'est une preuve, je ne dirais pas seulement d'humilité, mais d'intelligence dans l'histoire, c'est-à-dire une capacité à se rendre compte que trop d'exigences, trop de responsabilités peuvent nuire à la qualité de l'engagement. La répartition se fait parfaitement bien. Aaron ne fait pas de politique. Aaron est un grand prêtre. C'est un homme qui est là pour apaiser les tensions. C'est un homme qui est là pour servir de modèle. Bref, enfin, tout ce que nous savons au sujet du Kohen et du Kohen Gadol, tout particulièrement, lui et sa descendance, Moshe est un homme de l'étude, est un homme de l'écoute, est un homme de la transmission, est un homme qui va donner la direction à suivre à son peuple. Les deux frères nourrissent ce que l'on espère toujours, une juste répartition du leadership en tenant compte des compétences, de l'humilité et du respect de l'autre entre les membres du leadership. Alors, toujours en faisant le lien que vous avez commencé à faire entre Bereshit et Shemot, on le voit par exemple, il y a deux personnalités qui sont marquantes. La première à la fin du livre de Bereshit, c'est Yosef, et au début du livre de Shemot, c'est Moshe. Et on les compare parfois, et on les compare sur un point justement, et c'est lié à la présence en terre d'Israël, à l'identité juive, ou l'identité juive tout simplement. On dit que le Midrash dit que Yosef a eu le mérite de voir son corps ramené jusqu'en terre d'Israël parce que lorsqu'il était à l'époque en Égypte, eh bien, il avait revendiqué son identité juive auprès de Pharaon. Il avait dit Ivri Anochi, je suis hébreu. Tandis que Moshe Rabbeinu, comme on va le voir dans cette paracha, eh bien, lorsqu'il arrive à Midian, eh bien, il dit les filles de Midian ou les bergers de Midian, je ne me rappelle plus, disent Ishmi Tzri Tzilanu Minaroim, c'est les filles de Midian qui disent Tzilanu Minaroim, et Moshe, on dit, n'a pas protesté. C'est la raison pour laquelle il n'est pas enterré, lui, en Eretz Israël. Il y a ici, vous voyez là un conflit, on va dire, entre ceux qui revendiquent leur identité juive et qui ne sont pas en Eretz Israël, ceux qui revendiquent leur identité juive et qui sont en Eretz Israël, cette nécessité de revendiquer ou d'être présent sur la terre d'Israël, ce qui est un débat qui, je suppose, vous a animé ces dernières années. Certainement. Ceci étant, je serai moins sévère à l'adresse de Moshe Rabbeinu, non pas que vous, mais que certains maîtres de la tradition, parce que Moshe Rabbeinu est en apprentissage. Il n'est pas le personnage abouti que nous connaissons dès les premières heures, les premiers mois, les premières années de sa vie. Il apprend, il apprend l'excellence, il apprend la relation à Kadosh Baruch Hu. Tout n'est pas donné miraculeusement à Moshe Rabbeinu. Qu'il commette peut-être une erreur à cet endroit-là, c'est possible. Ce n'est pas certain, ça dépend des commentaires, mais c'est possible. Mais je voudrais ajouter une chose, c'est que vous avez fait ce lien, à juste titre, entre Yosef, livre de Bereshit, et notamment à la fin, et Moshe Rabbeinu. Yosef a mis très longtemps à se révéler à ses frères et surtout à son père pour une raison simple. C'est que la faute qu'il a commise au début,
doit être réparé par lui comme par ses frères. Je dis bien par les deux. Au début, lorsque son père l'a envoyé prendre des nouvelles de ses frères et des troupeaux, il n'a pas compris ce que lui demandait son père. Autrement dit, lorsqu'il ne les a pas trouvés, il n'a pas imaginé que ses frères, à cause de la famine, de la sécheresse, n'avaient plus trouvé de quoi nourrir leurs troupeaux. Donc, il s'était déplacé sur une terre plus fertile, au nord-ouest. Ceci étant, la mission de Yosef consistait en aider ses frères à trouver une solution au problème de la famine. C'est ce que son père attendait de lui. Puisqu'il est tellement brillant, puisque tout le monde s'incline autour de lui, puisqu'il se pense supérieur aux autres, en tous les cas, il vit cette exigence énorme, il doit la mettre en acte. Mais il n'avait pas compris cela. Il ne suffit pas d'être très diplômé pour réussir dans la vie. Il faut aussi avoir, je dirais, pratiquement parlant, des capacités à s'adapter aux autres. Alors ça va prendre très longtemps, des épreuves, puis la réussite. Mais au bout du compte, il va réussir auprès de ses frères ce à quoi il avait échoué au début. Il va les nourrir, parce que famine il y a en terre de Canaan, Eretz Israël, et il les fera descendre en Mitzraïm pour les nourrir. Autrement dit, la solution qu'il n'avait pas su trouver au début, nourrir ses frères, ou plutôt la mission qu'il n'avait pas comprise, nourrir ses frères, il l'assumera pleinement dans d'autres conditions à la fin du livre de Bereshit. Autrement dit, il comprend que l'élection, et je reprends notre expression du début, l'élection n'est pas un privilège, mais une sorte de devoir, d'obligation, de responsabilité. J'ajouterai une dernière chose, c'est que Moshe Rabbeinu, lui, l'a compris très tôt. Il est un homme très humble. Il ne la ramène pas, si vous me permettez l'expression, comme Yosef l'a fait au tout début avec ses frères. Mais le problème qui se pose à Moshe Rabbeinu, c'est que dans l'épreuve de l'Égypte, mais surtout en sortant d'Égypte, dans le désert, ce peuple, ayant à sa tête un homme d'excellence comme Moshe Rabbeinu, est tenté de se déresponsabiliser lui-même, c'est-à-dire de s'en remettre à Moshe Rabbeinu, en toutes circonstances. S'en remettre, ça veut dire considérer que Moshe Rabbeinu a les solutions à tous les problèmes, et que si il n'y a pas de solution, c'est parce que Moshe Rabbeinu soit n'est pas là, soit il a failli. Et là, on se retrouve dans une situation très particulière, qui est l'envers de la responsabilité, c'est-à-dire se soumettre à ceux qui sont responsables. Quand je dis se soumettre, ce n'est pas obéir, ce n'est pas réfléchir avec le maître pour accomplir intelligemment ce que le maître suggère. Se soumettre, c'est aveuglément suivre celui qui trace le chemin, aveuglément. Et nous savons qu'en chaque circonstance où Moshe Rabbeinu est absent, prenons l'exemple du veau d'or, en l'absence de Moshe Rabbeinu, le peuple panique et construit une idole comme substitut de Moshe Rabbeinu. Enfin, nous voyons là, et je m'arrête sur ce propos-là, nous voyons là la faiblesse du peuple et entrer en terre d'Israël avec un homme, non pas dans l'esprit de Moshe Rabbeinu, mais dans l'esprit d'Israël, avec à sa tête, parce que c'est ainsi qu'il l'aurait peut-être considéré, comme un magicien, comme celui qui sait tout, celui qui peut tout. Mais arriver à la tête, en Israël, j'étais sur la terre d'Israël, avec à sa tête, dans l'esprit d'Israël, quelqu'un qui décide à leur place, conduit à la mise en place d'une situation où un peuple devient progressivement irresponsable en considérant que son chef peut tout et sait tout. Ce n'est pas comme ça que l'on fonctionne. Un maître apprend à ses élèves à devenir des maîtres. Les parents apprennent à leurs enfants à devenir des adultes et plus tard des parents. Eh bien, monsieur le grand rabbin Gilles Bernheim, merci beaucoup pour cet enseignement ou ces enseignements sur la paracha de cette semaine, la paracha de Shemot. On vous souhaite à nouveau une bonne aliyah et une bonne intégration en Israël. Merci d'avoir été avec nous sur Studio Qualitas ce matin. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom et merci à vous de m'avoir invité.